Rebonjour tout le monde. D'abord, on s'excuse pour le retard qu'on a eu pour le démarrage de la deuxième partie de cette matinée. C'est un plaisir de présenter le docteur Christophe Caux, qui est un immunologiste. Il est basé à Lyon et il a obtenu son doctorat de l'université Claude Bernard. Et puis il a développé sa carrière scientifique de 1992 à 2004 au laboratoire de recherche immunologique de Schering Plouffe à Dardilly, France. Donc depuis 2005, Dr Caux est directeur de recherche de l'INSERM au sein du centre de recherche de cancérologie sur le campus du centre Léon Bérard. Et il va nous parler de tout ce qui est immunosuppression et mécanisme d'échappement. À vous la parole, Dr Caux, et on s'excuse encore du retard. Je pense qu'on vous a un petit peu préparé le terrain ce matin avec Dr Vermar et on vous souhaite la bienvenue, même à distance parmi nous. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous remercier le docteur Nisrine Koubila qui m'a proposé cette intervention. J'espère qu'elle va correspondre à vos attentes. Donc, j'ai prévu une intervention centrée sur l'immunosurveillance et les mécanismes d'échappement, mais avec un centrage sur des observations de l'équipe sur les cellules T régulatrices et les cellules dendritiques. Donc, je suis chercheur INSERM au sein du Centre de recherche de cancérologie de Lyon, en lien avec l'hôpital anti-cancer Centre Léon Bérard. J'ai un problème de... Mes diapos ne passent plus. Nous, on vous entend parfaitement. Je ne sais pas s'il y a un problème de votre côté. J'ai un problème de diapos qui ne défile plus. C'est bon? Ça a défilé de votre côté. Donc, je vais commencer par une introduction sur les évidences de l'immunosurveillance et sur les cellules dendritiques. Ensuite, j'aurai quelques informations sur les lymphocytes T régulateurs avant vraiment de focaliser sur des observations dans le cancer du sein sur les lymphocytes T régulateurs et sur les populations de cellules dendritiques. Donc, je pense que vous le savez tous, enfin, peut-être un préliminaire, c'est que ma présentation est centrée autour des tumeurs solides, basée sur mon expérience et mes connaissances. Et je sais que c'est dans le cadre d'une société d'hématologie, donc j'espère que peut-être dans la discussion, on pourra compléter les informations en discutant plus spécifiquement les pathologies hématopoïétiques. Donc l'environnement tumoral est complexe, il est évidemment constitué de cellules tumorales, mais pas uniquement. Il y a des cellules de l'angiogenèse, des cellules stromales, mais aussi, et c'est le focus de ma présentation, des cellules du système immunitaire, qui sont assez diverses, on va dire. Je commence par quelques observations qui démontrent l'importance du système immunitaire dans les tumeurs solides, mais on a les mêmes évidences dans les tumeurs hématopoïétiques. Ici, c'est un modèle, on commence par un modèle murin, ce sont des souris qui sont exposées à un carcinogène à faible dose, et cette dose induit le développement tumoral d'environ 20% des souris qui vont donc mourir de leur tumeur. Par contre, les 80 autres des souris survivent, et si au bout de 2 ans, on fait une déplétion du système immunitaire avec des anticorps, antilymphocytes ou la neutralisation de molécules effectrices du système immunitaire comme l'interféron gamma, eh bien on va avoir émergence on va avoir émergence de tumeurs au bout de 2 ans, donc clairement, démontrant que les tumeurs étaient là pendant ces 2 ans, mais elles étaient immunosurveillées sous contrôle du système immunitaire, et si on enlève un élément du système immunitaire, les tumeurs vont se développer. Donc ça a été montré chez la souris dans de nombreux modèles, y compris dans des modèles hémato.
Chez l'homme, les évidences sont un peu plus difficiles à obtenir, mais il y a des évidences d'abord chez des patients immunodéprimés ici, des patients qui ont été greffés pour une greffe d'organes, qui sont sous immunosuppression et qui vont développer différents types. Enfin, l'incidence des tumeurs qui se développent est plus élevée que l'incidence dans le groupe contrôle. Donc, montrant que un système immunitaire fonctionnel empêche l'émergence des tumeurs. Dans des tumeurs établies, une des évidences qui a été établie il y a quelques années maintenant, principalement dans le cancer du côlon, mais qui a été développée, enfin confirmée dans pratiquement toutes les tumeurs solides, c'est l'évidence qu'un infiltrat immunitaire, ici sont les lymphocytes T, qu'on peut voir sur coupe, une forte infiltration lymphocyte T prédit un meilleur outcome, une meilleure survie des patients atteints de cette tumeur. Probablement une immunité active qui ralentit la progression tumorale. Un peu plus loin sur cette infiltration immunitaire, ce qui a été montré plus récemment, c'est qu'on a dans certaines tumeurs, en tout cas, des structures, si on regarde ici au milieu, qui sont des structures qu'on voit dans les organes lymphoïdes secondaires, dans les ganglions, et qui sont ce qu'on appelle les structures lymphoïdes tertiaires, où on a un follicule B, qui est marqué ici en rouge, pour le marqueur CD20, avec un réseau de cellules folliculaires dendritiques, comme on pourrait le voir dans les ganglions, et avec en périphérie un marquage ici CD3 qui marque les lymphocytes T, donc avec une zone T, donc à la fois un centre germinatif et une zone T comme on l'a dans les ganglions. Et il a été montré que ce type de structure, qu'on regarde ici, qui est, quand on l'associe, enfin, je ne l'ai pas dit ici, mais les zones T ici sont également infiltrées par des cellules dendritiques matures, marquées ici par décellante. Donc on a à la fois des cellules dendritiques matures et une zone B, et c'est ce qui est analysé ici, c'est la concomitance des deux, un follicule B, donc le centre germinatif, plus des cellules dendritiques, c'est ce qui prédit le meilleur outcome chez les patients. Donc ces structures lymphoïdes tertiaires ont été depuis, ici c'était dans le poumon, mais ont été montrées dans d'autres cancers solides comme étant clés dans la réponse aux immunothérapies, en particulier aujourd'hui. Dernière évidence de l'importance du système immunitaire dans le contrôle du développement tumoral. Ici, c'est en lien avec les traitements. J'ai entendu tout à l'heure la question par rapport aux chimiothérapies. Ce qui a été montré par le groupe, enfin par plusieurs équipes, mais en particulier par le groupe de Guido Kremer et Laurent Zilbogel à Paris, en France, c'est que si on prend une chimiothérapie, ici méthotrexate, dans des souris wild type, on voit un effet de la chimiothérapie avec un ralentissement de la progression tumorale. C'est des tumeurs transplantées. Par contre, si on a le même traitement dans une souris qui est immunodéficiente, qui n'a ni T ni B, eh bien, il n'y a plus de réponse au traitement. Ce qui a été montré, c'est qu'il y a bien, le traitement agit bien sur les cellules tumorales, il y a bien une chimiothérapie active, une mort des cellules tumorales directement par la chimiothérapie, mais ce n'est pas suffisant pour induire la régression. Il y a un effet indirect qui est l'induction d'une immunité antitumorale. Si on n'a plus le système immunitaire, ben on n'a plus cette composante du système immunitaire. Ce qu'ils ont montré, c'est que cette chimiothérapie induit ce qu'on appelle la mort immunogène, avec différents mécanismes de molécules qui vont être reconnues par le système immunitaire pour activer les cellules dendritiques, qui, elles, vont activer les lymphocytes T effecteurs pour induire une immunité antitumorale. Donc c'est une autre évidence que même si les chimiothérapies, effectivement, ont des actions immunosuppressives, elles peuvent aussi avoir des effets bénéfiques pour réveiller le système immunitaire. Et cette réponse immunitaire, elle est en particulier portée par des antigènes. Et ce qui a été montré ces dernières années avec la révolution du séquençage à haut débit, c'est que ces antigènes sont entre autres portés par des mutations qui conduisent, des mutations au niveau de acide nucléique qui vont conduire à des néo-épitopes, des antigènes qui vont être
spécifiques de la cellule tumorale qui ne sont pas présents dans les autres cellules. Et c'est ce qui est montré ici. Ce sont les mutations en fonction des pathologies. Donc ici, vous avez à l'extrême droite, c'est des pathologies qui ont le plus de mutations, qui vont induire donc, le plus de néoépitopes. On va retrouver les mélanomes et les cancers du poumon, qui sont les deux types de tumeurs qui répondent le mieux aux immunothérapies et pour lesquelles il y a le plus d'évidence que c'est probablement ce type d'antigène qui conduit à la réponse aux immunothérapies. Ce que j'ai entouré en rouge, ce sont, si je ne me suis pas trompé, des tumeurs hématopoïétiques qui sont moins mutées, donc qui ont moins de charge antigénique probablement que ces tumeurs, mais malgré tout, il y a une grande dispersion, on va dire, sur le nombre de mutations, et au sein d'une même pathologie, si on prend les AML ici, il y a des tumeurs qui ont un nombre de mutations qui est aussi important que ce qu'on peut voir dans le poumon ou dans le mélanome. Donc, il y a un potentiel immunogène également dans les tumeurs hématopoïétiques, et si on prend le cas des leucémies T ou B, ben, il y a au moins l'antigène du TCR ou du BCR qui est unique à la cellule tumorale et qui peut porter une réponse immunitaire. Donc ces antigènes qui sont donc, présents dans l'environnement tumoral, relargués par les cellules tumorales, il faut qu'ils soient présentés au système immunitaire. C'est là où vont jouer un rôle critique les cellules dendritiques, qui sont présents en état de trace, un réseau de cellules dendritiques dans tous les tissus, y compris dans les tumeurs, avec une variété, enfin, différents types de cellules dendritiques. Bon, les cellules dendritiques dans l'environnement tumoral vont capter ces antigènes, vont migrer par voie lymphatique jusqu'au ganglion drainant, où elles vont présenter ces antigènes aux lymphocytes T naïfs, induire ce qu'on appelle le priming des lymphocytes T, une réponse T primaire, qui vont se différencier dans le ganglion en lymphocytes T effecteurs et migrer par voie sanguine jusqu'au site effecteur, donc la cellule tumorale, la tumeur, pour induire leur fonction effectrice, et donc pour les lymphocytes TCD8, tuer les cellules tumorales via la reconnaissance de l'antigène exprimé par le sémage de classe. Donc ces cellules dendritiques qui sont clés pour induire la réponse immunitaire, elles sont plusieurs. Il y a plusieurs types de cellules dendritiques qui vont différer par leur voie de différenciation, leur origine, leur lineage. On va donc avoir, en fonction de ces linéages, différentes populations, mais ces populations peuvent être aussi différentes par leur stade de maturation, qui est lui-même associé à différents types de fonctions et de localisation in situ, des stades de maturation qui vont être régulés par différents types de signaux en fonction des populations de cellules et en fonction de l'environnement. Donc, je parlais de deux grands cellules dendritiques, c'est plus complexe que ça, j'y reviendrai tout à l'heure. On va trouver ce qu'on appelle aujourd'hui les cellules myéloïdes conventionnelles, enfin, les cellules dendritiques conventionnelles, pardon, les CDC, et les cellules dendritiques plasmacytoïdes, PDC. Bon, elles ont clairement des différences importantes. Essentiellement, les caractéristiques que je donne ici sont vraies chez l'homme, pas toujours 100% identiques chez la souris, mais globalement, les cellules dendritiques conventionnelles expriment des sensors, des pathogènes, des toll-like récepteurs, qui vont plutôt reconnaître des pathogènes bactériens, qui sont des récepteurs exprimés en surface comme la surface membranaire comme TLR2 et TLR3 et TLR4 pardon, et TLR3 et TLR8 qui sont des senseurs intracellulaires dans les endosomes. Donc plutôt impliqués dans la reconnaissance des bactéries via ces sensors, via ces TLR, et sont caractérisés par une forte production d'IL-12 et pour un subset de cellules dendritiques particulier, l'interféron de type 3. Et elles ont une forte capacité de capture d'antigènes et de présentation plus élevée que l'autre population bien caractérisée, cellules dendritiques plasmacytoïdes, qui, elles, expriment plutôt les TLR7, enfin, expriment les TLR7 et TLR9, n'expriment pas les autres TLR3, 2 et 4. Et ces TLR7 et 9 sont impliqués dans la reconnaissance des acides nucléiques d'origine virale en particulier, et sont donc impliqués dans le sensing, dans la reconnaissance des infections virales, et leur fonction principale, c'est de produire de l'interféron de type 1. Ce sont les cellules productrices des interférons alpha, en particulier dans le sang. Par rapport aux cellules myéloïdes,
cellules conventionnelles, elles ont une capacité de capture et de présentation de l'antigène qui est plus faible. Donc si on revient donc là on a parlé des populations, là on parle des états de maturation des cellules dendritiques. En périphérie, les cellules dendritiques sont dites immatures, sont immatures, elles ont en particulier une forte capacité de capture des antigènes et de processing, donc de les présenter dans le classe 1. Par contre, elles ont une faible expression de molécules de costimulation, en particulier de classe 2, donc la molécule de présentation, et les molécules de costimulation comme les ligands CD28, CD80, CD80. Donc quand elles vont être activées par des produits d'origine bactérienne, des cytokines inflammatoires, comme les TLR ou comme les IL1, elles vont donc maturer, et au cours de cette maturation, elles perdent les capacités de capture des antigènes, mais acquièrent, donc elles transloquent les molécules de classe 2 à la surface, donc elles vont être capables d'interagir avec les lymphocytes T pour engager le TCR et les molécules de costimulation. Donc elles vont, quand elles sont donc matures, être capables d'activer les lymphocytes T. Donc les immatures sont en périphérie, on va dire dans la peau, alors que les matures sont plutôt dans les tissus lymphoïdes. Autre caractéristique, c'est pour permettre de translocation de la périphérie aux ganglions, aux organes lymphoïdes, il y a une évolution dans le pattern d'expression des chémokines récepteurs. Donc, elles expriment des chémokines récepteurs impliqués dans le recrutement au site inflammatoire lorsqu'elles sont immatures. Par contre, lorsqu'elles sont activées, lorsqu'elles maturent, elles expriment CCR7, qui est vraiment déterminant pour l'entrée des cellules dendritiques via l'entrée dans la lymphe et dans les ganglions lymphoïdes secondaires, dans les organes lymphoïdes secondaires, pardon. Et CCR7 est également important pour l'entrée des lymphocytes T naïfs dans les ganglions via le sang. Donc c'est vraiment les ligands de CCR7 qui vont permettre cette rencontre des cellules dendritiques matures et des lymphocytes T dans le ganglion pour permettre le priming. En termes de signaux qui régulent l'activation des cellules dendritiques, donc elles sont donc ces différentes populations peuvent être activées par différents types de signaux. Si on prend les monocytes, on va avoir TLR4 par exemple, hein, qui est important pour la reconnaissance des endotoxines, du LPS. Les cellules conventionnelles myéloïdes, on parlait des CDC1, sont particulièrement caractérisées par l'expression de TLR3, et les PDC, comme je l'ai dit, TLR7 et TLR9. Donc ces différents équipements vont leur permettre de répondre à différents types de pathogènes, différents types d'infections, et donc vont avoir des conséquences différentes de par leur biologie propre en termes de réponse. En particulier, donc les PDC vont produire de grandes quantités d'interférons alpha, interférons. Alors, une autre fonction des cellules dendritiques qui explique leur rôle unique, leur nécessité pour induire la réponse immune antivirale et antitumorale, c'est ce qu'on appelle la cross-présentation. Donc la présentation classique dans le classe 1, c'est des antigènes endogènes qui vont être dégradés par le protéasome et qui vont être associés aux molécules de classe 1. Donc c'est des molécules intracellulaires généralement qui sont présentées en association du classe 1, donc les protéines du soi qui sont présentées sur le classe 1. Alors que les protéines qui sont présentées dans le classe 2 sont des protéines extracellulaires qui sont endocytées et qui vont être présentées sur le classe 2 et vont donc interagir avec les cellules CD4, alors que le classe 1 interagit avec les CD. Donc ça, c'est les voies de présentation classiques qui sont, pour la présentation classe 1, présentes dans tous les types cellulaires qui expriment le CMH de classe 1, et pour la présentation classe 2, c'est les cellules présentatrices d'antigènes, les cellules dendritiques, les B, les monocytes. L'unicité, la particularité des cellules dendritiques, c'est donc cette voie de cross-présentation, c'est la capacité de prendre des antigènes exogènes, de les endocyter et de les présenter sur le CMH de classe 1 et donc d'activer les lymphocytes T CD8 contre des antigènes exogènes de type viral ou de type d'une cellule tumorale. Donc il faut qu'il y ait cette capacité de présentation des antigènes par une APC professionnelle pour induire la réponse primaire. S'il n'y a pas cette étape, il n'y a pas de réponse immune contre les antigènes extracellulaires.
Donc ça, c'est le premier signal, c'est la capture des antennes qui permet de pouvoir mettre le peptide dans le CMH de classe 1 qui va donner le signal 1 au niveau du lymphocyte T. Et pour que le lymphocyte T soit activé, il faut qu'il y ait un signal 2 qui est généralement, très généralement, l'engagement du CD28 via ses ligands CD80 et 86. Il y a ce qu'on appelle le signal 3 qui est généralement un signal cytokinique qui va être important pour la différenciation des lymphocytes. Alors, au-delà de ce signal 1 et signal 2, il y a une molécule qu'on a un peu tendance à oublier, c'est la molécule CD40. Quand un lymphocyte T est engagé par son TCR, un lymphocyte T CD4, il upregule CD40 ligand, qui est un membre de la famille TNF, qui engage le récepteur CD40 qui est exclusivement, principalement exprimé sur les cellules myéloïdes et lymphocytes B, enfin, sur les APC, sur les cellules présentatrices d'antigènes. Donc c'est un membre de la famille TNF, récepteur, qui va donc activer NF-κB. La conséquence de cette activation dans les cellules dendritiques, c'est d'induire les molécules de costimulation comme les B7, donc CD80-86, qui vont engager CD28 sur le lymphocyte T. Donc c'est vraiment ce crosstalk entre la cellule dendritique et le lymphocyte T qui amplifie le signal d'activation sur le lymphocyte T, et également impliquant la CD40 contribue à la production d'IL-12 par les cellules dendritiques. Donc ça c'est très important comme signaux, comme feedback positif d'amplification de la réponse pour en particulier induire la réponse TH1, donc interféron gamma, via la production des 12. C'est également important, ce signal CD40, pour cette cross-présentation. Il a été montré que ce dialogue entre les CD4 et les cellules dendritiques était nécessaire pour induire, augmenter la présentation dans le classe 1 pour activer les lymphocytes T CD8. Besoin de l'IL2 produit par les CD4 pour activer les CD8, mais aussi probablement ce signal CD40 pour favoriser, amplifier l'engagement du TCR via la présentation du classe 1, des antigènes endogènes sur le classe 1. Il est donc nécessaire pour induire la fonction CTL des lymphocytes TCD. Donc ça, c'est les signaux positifs de régulation. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il y a des signaux négatifs de régulation qui sont multiples. Les deux les plus qu'on a tous en tête, c'est PD1 et ses ligands, et c'était la 4 et ses ligands. Pour simplifier, ces deux molécules, ce sont des molécules donc, qui sont sur les récepteurs inhibiteurs sur le lymphocyte T, qui vont, via différents mécanismes, en particulier via le recrutement de phosphatase dans les cellules T, vont désactiver la voie d'activation du TCR. Donc, vont arrêter l'activation des lymphocytes. Donc, c'est vraiment des freins qui sont importants pour empêcher l'auto-immunité dans les mécanismes de régulation normaux de la réponse immune, mais qui ont été capturés, on va dire, par les cellules tumorales pour échapper au système immunitaire, en particulier l'expression de PDL1 qui permet d'empêcher la fonction effectrice des lymphocytes T sur les cellules tumorales. Donc ces molécules régulatrices, bon, PD1, c'était la 4, sont les deux les mieux documentées, mais il y a beaucoup d'autres molécules régulatrices, inhibitrices ou positives sur les lymphocytes T qui sont aujourd'hui développés par l'industrie pharmaceutique pour développer des anticorps soit agonistes, soit antagonistes, en fonction de la fonction de ces molécules. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les immune checkpoints, les points de contrôle immunitaire, qui vont avoir un rôle important à la fois au niveau du priming, en fonction des molécules elles-mêmes, important au niveau de l'induction de la réponse initiale dans le ganglion, ou au niveau du site effecteur, donc ici, au niveau du site tumoral. Et si on prend PD1 et c'était la 4, alors c'est probablement pas aussi simple que c'est proposé dans ce schéma, mais globalement, les éléments qu'on connaît vont dans ce sens-là. C'était la 4 est probablement important au moment du priming dans le ganglion. C'est une molécule qui est très rapidement transloquée à la surface des lymphocytes T, donc qui va être engagée très rapidement par... il possède les mêmes ligands que CD28, donc par les B7. Et donc il y a un double effet de CTLA4, il y a une compétition avec CD28 et il y a un signal négatif de transduction. Donc il est mobilisé très rapidement au cours de l'activation, donc il intervient au moment du priming. Alors que PDL1
est plutôt une molécule, PD1, pardon, une molécule qui apparaît sur les cellules effectrices plus longtemps après l'activation et la différenciation des cellules. Et le ligand a été clairement montré PD1, il est exprimé sur les cellules professionnelles de la présentation d'antigènes également, mais il est clairement uprégulé sur les cellules tumorales dans certains contextes. Donc, probablement, il est clair qu'il a un rôle important au niveau de la phase effectrice. Alors, c'était la 4, c'est probablement plus important au niveau de la phase de priming, mais probablement ce n'est pas aussi noir-blanc. Donc, ces anticorps anti-PD1 ici, c'est l'immunothérapie anti-PD1 qui a été utilisée dans de nombreuses pathologies. Donc, c'est déjà une diapo qui date de 2014, hein, donc ça a évolué depuis, mais c'était les premières phases 1 d'essais cliniques, où ce qu'on voit ici, c'est la réponse tumorale. À partir du moment où on est en dessous de 0, c'est que la tumeur répond à un anticorps anti-PD1. Donc, les tumeurs qui répondent le mieux initialement, c'est les mélanomes et le cancer du poumon. Mais il a été montré que certaines tumeurs hémato, en particulier les tumeurs de Hodgkin, les lymphomes de Hodgkin, répondent très bien aux anti-PD1. Et ce qui a été compris par la suite, probablement plusieurs mécanismes, il y a au moins un mécanisme d'amplification de PD1 par l'amplification génique de PD1, qui explique cette excellente réponse de tumeurs hématopoïétiques. Mais ce qui est aussi une illustration que la réponse immune est importante dans le contrôle des tumeurs hématopoïétiques. Puisque cette capture, cette amplification de PD1 est un facteur qui favorise le développement des tumeurs, des lymphomes. Donc on a discuté comment est-ce qu'une réponse immune antitumorale peut se mettre en place via les cellules dendritiques et l'immunité adaptative. Et quand une tumeur devient cliniquement détectable, c'est qu'elle a développé des mécanismes d'échappement à la réponse immune, et ils sont multiples. Et donc, j'ai essayé là de les classer en 4, et je parle en 4 grandes catégories, ce sont des principes, et je focalise uniquement principalement sur le point 3, en fait, dans ma présentation. Donc, le premier mécanisme d'échappement, c'est la perte des molécules de classe, enfin, la perte des molécules de présentation des antigènes, que ce soit les antigènes eux-mêmes ou la perte de la machinerie de présentation. Ça peut être le classe 1, ça peut être la bêta-mucoglobuline qui est impliquée dans l'expression, dans le complexe classe 1, ou les molécules impliquées dans le transport, comme les TAP, le transport des antigènes. On va avoir aussi des molécules suppressives, en particulier le TGF-bêta. On va avoir des molécules qui empêchent l'attaque, qui permettent la résistance au système immunitaire. Et là, on va trouver les immunocheckpoints. PD-L1, par exemple, empêche la possibilité de tuer des cellules tumorales. C'est un mécanisme de résistance. Et donc, je veux parler, moi, aujourd'hui, c'est le recrutement de cellules immunosuppressives, en particulier des voies d'immunosuppression impliquant les lymphocytes T régulateurs, mais aussi les cellules myéloïdes suppressives. Donc on arrive à la partie sur les T-reg, et donc qu'est-ce qu'on appelle un lymphocyte T régulateur? C'est assez strict comme définition, enfin, en tout cas la définition que j'emploie ici, c'est un lymphocyte T CD4 qui exprime le facteur de transcription FOXP3. Et donc, en termes de fonction, ce sont des cellules qui vont bloquer les autres lymphocytes T, que ce soit CD4 ou CD8, éventuellement, soit directement, il y a différentes voies d'inhibition, soit indirectement via l'inhibition des fonctions des cellules dendritiques, des APC plus globales. Donc, l'évidence de cette population vient d'observations à la fois chez l'homme et chez la souris à peu près concomitantes, qui ont identifié la cause d'une pathologie auto-immune qui touche l'ensemble des tissus chez les jeunes enfants, qu'on appelle IPEX. Il a été montré que c'était dû à une déficience dans le gène FOXP3. Alors, on a trouvé les souris mutantes pour FOXP3 et les déficiences chez l'homme qui conduisent au même phénotype, avec une auto-immunité fatale. Si les enfants ne sont pas greffés, il y a décès. Et donc, il a été montré que c'était dû
au gène FOXP3. Et ce gène FOXP3, quand on n'a pas ce gène, on n'a plus la population de lymphocytes régulaires. Donc clairement, l'importance capitale des Treg pour empêcher l'auto-immunité. Donc c'est des cellules très importantes dans le contrôle de la réponse immune. Donc leurs caractéristiques, ce sont des lymphocytes T. Elles expriment un panel de molécules qui sont les mêmes que celles qu'on trouve sur les autres lymphocytes T. Les différences principales qu'on a aujourd'hui, c'est l'expression du CD25, la chaîne alpha de l'IL2 récepteur, et elles n'expriment pas la chaîne alpha de l'IL7 récepteur, CD127. Et donc le marqueur, comme je vous l'ai dit, le plus utilisé pour identifier les Treg, c'est le marqueur FOXP3, qui est une protéine intranucléaire, un facteur de transcription. Donc on ne peut pas utiliser pour trier les cellules, puisqu'on est obligé de perméabiliser les cellules pour visualiser l'expression de cette protéine. Donc ça reste une identification basée sur un phénotype, et dans certaines expérimentations, la fonction suppressive est documentée. En termes de mécanismes de suppression, il y a plusieurs mécanismes qui sont documentés. Le premier, je ne suis pas sûr qu'il soit dominant, mais le premier à avoir été documenté, c'est la production de facteurs suppresseurs, en particulier TGF-bêta et IL-35 et IL-10. Un mécanisme qui a été décrit chez la souris, peut-être plus ponctuel en tout cas, il y a moins d'évidence pour ce mécanisme. L'expression de molécules cytotoxiques comme les granzymes par les lymphocytes T régulateurs, des mécanismes importants dans la régulation, c'est ce qu'on appelle la disruption métabolique. Et là, on va trouver, par exemple, la capture de l'IL2. Donc, les lymphocytes T régulateurs exprimant CD25 vont capter l'IL2, donc qui va être au détriment des lymphocytes T effecteurs. Mais le mécanisme qui agit sur un métabolite, qui est l'adénosine, c'est la coexpression avec les enzymes CD39 et CD73 qui vont coopérer pour produire à partir de l'ATP de l'adénosine, et l'adénosine est un puissant immunosuppresseur qui va agir sur les lymphocytes T environnants et sur les autres cellules immunes. Donc ça, ce sont des effets qui agissent directement sur les lymphocytes T, mais il y a aussi, comme je le disais, des effets indirects via les APC. Il est montré que l'engagement de certains récepteurs sur les cellules dendritiques par les lymphocytes T régulateurs, en particulier si on prend l'exemple de CTLA4, l'engagement des molécules B71, B72 ou 80, 86 sur les cellules dendritiques transduit ce qu'on appelle un rétrosignal qui a été montré comme induisant l'expression d'IDO dans les cellules dendritiques. Et IDO est une enzyme immunosuppressive qui, via différents mécanismes, bloque la fonction des lymphocytes. Donc, différents mécanismes qui sont probablement agissent en concertation pour bloquer la réponse immune par les cellules T régulateurs. Alors, l'évidence de l'importance de ces cellules dans les réponses tumorales, dans le développement tumoral, ont été d'abord montrées chez la souris. Ici, c'est des expériences où on utilise un anti-CD25 pour éliminer les lymphocytes T régulateurs. Donc, chez la souris, les lymphocytes, comme chez l'homme, les Treg expriment fortement CD25 par rapport aux effecteurs, et sur une souris naïve, il n'y a que les Treg qui expriment CD25. CD25 va arriver au cours de la réponse immune sur les T effecteurs, mais à T0, et on fait donc une déplétion préventive, si vous voulez, des lymphocytes T régulateurs ou à des temps précoces, avec un anti-CD25. Donc ce qu'on voit ici, c'est des souris qui ne portent pas de tumeur pourcentage. Dans le groupe contrôle, toutes ces souris vont développer des tumeurs. Si on déplète les Treg avec l'anti-CD25, il y a un rejet de la plupart des tumeurs dans la plupart des souris. Donc ça, c'est des évidences nombreuses chez la souris dans des modèles de tumeurs transplantées. Chez l'homme, une des premières évidences était dans le cancer de l'ovaire par l'équipe de Tyler Curiel en 2004 qui montrait la présence de Treg FOXP3+ dans l'environnement tumoral et qu'une forte infiltration par les Treg était un facteur de mauvais pronostic, à l'inverse de l'infiltration par les lymphocytes T CD8. L'infiltration en lymphocytes T régulateurs est de mauvais pronostic. Ça a été depuis confirmé
dans de nombreuses pathologies. Ici, c'est le cancer du poumon, ici, c'est dans le cancer rénal, où un infiltrat en Treg important et mauvais pronostic. Ici, c'est un tableau qui en fait aussi, mais qui est une synthèse à ce moment-là de différentes pathologies. Donc, globalement, c'est mauvais pronostic dans l'ensemble des tumeurs, mais dans les lymphomes folliculaires et certains lymphomes de Hodgkin, le pronostic est controversé, on va dire, jusqu'à éventuellement, dans certains sous-types de cancer, pouvant être de bons pronostics. Une des hypothèses sur cette observation, c'est que certains lymphomes sont très inflammatoires et que les Treg peuvent contrôler cette inflammation. L'inflammation peut être pro-tumorale, et si les Treg s'opposent à cette inflammation, ben, ils peuvent eux aussi s'opposer à la progression tumorale. Donc c'est aussi contexte dépendant. Mais globalement, en tout cas pour les tumeurs solides, les Treg sont clairement de mauvais pronostics. Alors nous, on s'est intéressé aux Treg, en particulier dans les cancers du sein. Tout d'abord, les Treg, on les identifie sur la base de l'expression de FOXP3 par cytométrie en flux ou sur coupe de tumeurs par immunohistochimie. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les lymphocytes T régulateurs que l'on peut voir, donc qui sont augmentés sélectivement dans l'environnement tumoral par rapport au sang, on passe de 4%, 5% dans le sang jusqu'à 20% dans la tumeur. Et on voit clairement une infiltration de cellules FOXP3+, donc ce qu'on voit, c'est le noyau des cellules, puisque dans la carte de transcription nucléaire. Et ce qu'on a montré, c'est que cet infiltrat, en particulier dans les zones riches en lymphocytes T, ce qu'on appelle ici les agrégats lymphoïdes, une forte infiltration en lymphocytes T régulateurs et de mauvais pronostics dans le cancer du sein. Donc ça, c'était une des premières observations dans le cancer du sein qui le montrait clairement. Mais ce que je ne dis pas là, mais c'est l'infiltration dans les zones autres que ces zones lymphoïdes n'avait pas d'impact. Donc c'est vraiment les Treg au contact des autres lymphocytes T ont un impact pronostique. Donc on s'est intéressé au mécanisme d'abord d'expansion des lymphocytes T régulateurs. Alors, on a pu montrer qu'ils étaient activement recrutés, mais également qu'il y avait un phénomène d'expansion locale. Quand on regarde leur phénotype, ils expriment des marqueurs d'activation. Donc, si on compare dans la tumeur les lymphocytes T non reg versus les lymphocytes T régulateurs, on voit clairement que les Treg sont des T qui sont activés, contrairement aux autres lymphocytes T. Et ils sont activés dans la tumeur par rapport aux lymphocytes T régulateurs du sang périphérique qui sont beaucoup moins activés. En particulier, ils expriment la molécule de costimulation ICOS, qui est une molécule de la même famille que CD28. Et on comprend pourquoi c'est un lymphocyte régulateur, et on a rapproché cette observation d'une autre observation sur une sous-population de cellules dendritiques qui sont des cellules dendritiques plasmacytoïdes, PDC, Tumor Associated Plasmacytoid Dendritic Cells. Et on a pu montrer qu'ils étaient colocalisés, que les Treg et les PDC étaient vraiment associés dans des niches particulières, dans certains cancers du sein en tout cas. Et ce qu'on avait montré précédemment, c'est qu'une forte infiltration en cellules dendritiques plasmacytoïdes pouvait être de mauvais pronostics, était de mauvais pronostics dans le cancer du sein, ce qui laissait supposer que les cellules plasmacytoïdes avaient un rôle négatif sur la réponse antitumorale, et ce qui était surprenant, puisque les cellules dendritiques plasmacytoïdes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont les cellules productrices d'interféron alpha, qui vont être capables d'induire des réponses immunes antivirales, à la fois qui sont à l'interface de la réponse innée et de la réponse acquise antivirale. Donc ces cellules qui sont censées être très importantes dans les réponses antivirales sont péjoratives dans les réponses antitumorales. Donc ça nous a posé beaucoup de questions. On a essayé de comprendre pourquoi elles étaient de mauvais pronostics, et en fait, en s'adressant à leur fonction principale, qui est production d'interféron de type 1, dans l'environnement tumoral, les PDC sont bloqués. Vraiment, elles ne peuvent plus produire d'interféron de type 1, quels que soient les forts signaux d'activation d'origine virale que l'on peut utiliser. Donc on parle ici les cellules tumorales, les cellules dendritiques isolées de tumeur, versus les cellules d'un autre organe qui sont l'amygdale. La plupart des points sont sur l'abscisse, donc sont à 0. Donc on a vraiment une inhibition complète de la capacité à produire d'interféron.
c'est vrai dans la tumeur, mais c'est pas vrai dans le sang. Hein. Les décès du sang ont une réponse complètement normale. Et c'est spécifique de la voie de l'interféron. Si on regarde d'autres molécules, elles ne sont pas inhibées dans l'environnement tumoral. Donc il y a vraiment un ciblage de l'interféron. Donc on a pu montrer que cette inhibition de l'interféron était médiée par TGF-bêta dans l'environnement tumoral et que la conséquence de cette perte d'interféron était de permettre aux cellules dendritiques plasmacytoïdes d'amplifier les lymphocytes T régulateurs via cette molécule de costimulation ICOS, donc qui est uprégulée sur les Treg dans l'environnement tumoral, et le ligand ICOS ligand est spécifiquement exprimé sur les PDC. Donc on a une amplification des lymphocytes T régulateurs dans l'environnement tumoral qui va bloquer la réponse immune et favoriser la progression tumorale. Donc ça nous amène à proposer on a pu montrer que si on est capable de réactiver l'interféron par les PDC, on va s'opposer à l'amplification des Treg par les PDC. Cette amplification des Treg n'est possible que si les PDC perdent leur capacité à produire de l'interféron de type 1. Donc si on peut trouver des stratégies pour réinduire l'interféron de type 1, on peut peut-être restaurer une immunité antitumorale fonctionnelle. Et ça, on l'a testé dans des modèles murins, en particulier en utilisant un Toll-like récepteur 7, un ligand de TLR7 pour activer les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Et comme on peut le voir ici, l'injection de deux injections de ligand de TLR7 permet un contrôle du développement tumoral sur des tumeurs qui sont déjà grosses, hein, puisqu'on est un volume de tumeurs au bout de 15 jours qui est déjà important. Et on a pu montrer que cette réponse à TLR7 était dépendante d'interférons, était dépendante des PDC. Donc on peut trouver des stratégies pour réactiver le système immunitaire en jouant sur cet axe de dialogue PDC, lymphocyte T régulateur. Bon, j'en arrive à un autre exemple, une autre observation sur le mécanisme d'immunosuppression par les Treg, qui donc implique CD39 et CD73. Donc ATP est un signal inflammatoire qui active l'inflammasome et il est dégradé par des enzymes extracellulaires, membranaires mais qui sont exprimées en extracellulaire, CD39 et CD73, en ADP puis AMP par CD39 et en adénosine par CD73. Et adénosine, alors qu'AMP est un agent inflammatoire, adénosine est un puissant immunosuppresseur qui va inhiber tous les types immunitaires, les cellules T comme les cellules dendritiques, et qui a des effets pro-tumoraux via des effets directs sur la tumeur. Donc nous, on s'est intéressé aux lymphocytes CD39 et CD73, à ces deux enzymes, parce qu'elles ont été décrites chez la souris comme étant co-exprimées sur les Treg, ce qui est vrai, ça c'est vrai. Nous, on a observé la même chose, mais par contre, chez l'homme, quand on regarde les Treg, on voit clairement une expression de CD39, en particulier dans l'environnement tumoral, mais on ne voit pas d'expression de CD73. Par contre, on a une expression de 73 sur une petite population de CD4 non régulateurs qu'on appelle T conventionnels. Donc on a deux populations différentes qui expriment 39 et 73. Clairement, l'expression de 39 est fortement uprégulée sur les T régulateurs par rapport aux T conventionnels. Et l'expression de CD73, elle est dans le sang entre 5 et 10%. Et elle peut être fortement amplifiée dans des tissus comme le côlon, par exemple, où on a jusqu'à 30% de TCD4 non régulateurs qui expriment CD73. On s'est intéressé à cette population et globalement, ce qu'on a montré, c'est qu'elle était coproductrice d'interféron gamma IL-17, donc elle avait un phénotype de type TH1-17, produit des cytokines à la fois TH1 et TH17 en termes de cellules effectrices T. Ici, on regarde la fonction des enzymes 39 et 73, et ce qu'on peut montrer, c'est qu'il faut à la fois l'expression de 39 sur les Treg et l'expression de 73 sur les T conventionnels pour avoir dégradation de l'ATP en AMP puis en adénosine. Il faut les deux. Il faut 39 sur les Treg et 73 sur les T conventionnels pour avoir cette production d'adénosine. Si on n'a que l'un ou que l'autre, eh bien, on n'a pas la dégradation et la production d'adénosine. On n'a pas la production d'adénosine. Donc, ça, c'est
Et la production d'adénosine, on s'est intéressé à la conséquence de cette production d'adénosine sur la prolifération des lymphocytes T. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le nombre de cellules au fond d'un puits. Hein, c'est une observation visuelle du nombre, de la taille du puits, de la taille de la masse cellulaire dans le fond du puits. On a puits fond rond. Donc s'il n'y a pas d'activation, il n'y a pas de prolifération. Donc si on voit la prolifération avec une activation CD3, CD28, si on met de l'adénosine, eh bien, on a une inhibition de la prolifération T. Ici, on est avec des T effecteurs 73+, purifiés par cytométrie, ou 73 négatifs. Si on prend l'adénosine, on a une inhibition sur les deux populations. Si on met de l'ATP, on n'a pas d'inhibition parce qu'on n'a pas d'expression de CD39 sur aucune des deux populations. Maintenant, si on rajoute des lymphocytes T régulateurs qui expriment CD39 et qu'on met avec l'ATP, on va avoir une inhibition de la population 73+, pardon, une inhibition complète, parce qu'on a à la fois 39 et 73 dans le même puits, alors qu'on n'a pas d'inhibition des cellules CD73 négatives, parce qu'on a, on a 39 apportés par les Treg, mais on n'a pas 73. Donc ça montre qu'il y a une coopération entre 39 et 73 sur deux types cellulaires différents, 39 sur les Treg, 73 sur les T effectrices, permettant une auto-inhibition des cellules qui expriment 73. Bon, produire adénosine et s'auto-inhiber. Donc c'est un mécanisme de régulation qui me paraît important et original entre un T effecteur et les T régulateurs. Ce qu'on a pu montrer dans l'environnement tumoral, c'est que CD39 était fortement up-régulé dans la tumeur sur les T régulateurs, donc 73 n'étant pas exprimé sur les Treg, comme je vous l'ai déjà dit. Non seulement on a une augmentation du pourcentage, mais on a également une augmentation de la MFI, et globalement, on a à peu près 20 fois plus de molécules CD39 dans l'environnement tumoral par rapport au sang. Donc la conséquence, c'est que CD39 domine dans l'environnement tumoral, et la population CD73, je ne le montre pas ici, mais à peu près stable. Et le dernier point que je voulais montrer sur cette observation sur 73, c'est quand on regarde les cellules qui expriment 73 versus l'expression des immune checkpoint inhibiteurs, PD1, TIGIT, CTLA4, TIM3, qui sont 4 molécules inhibitrices des lymphocytes T, qu'on peut voir, que ce soit dans la tumeur ou dans le sang, on n'a pas de coexpression ou très peu de coexpression, il y a une expression exclusive de 73. Donc montrant que cette population qui exprime 73 n'est pas régulée par les autres immune checkpoints, elle n'est régulée que par CD73, suggérant que la régulation de cette population est strictement l'immunorégulation. On sait que dans l'environnement tumoral, parce qu'il y a du remaniement cellulaire, il y a de la mort cellulaire, il va y avoir relargage d'ATP, soit par la mort, soit de manière active par différents canaux de sécrétion. Cet ATP, il est inflammable. TH17 qui vont coproduire un IL. Et CCL22, c'est une chémokine qui est impliquée dans le recrutement des Treg. Donc le même signal va conduire à la production d'ATP, mais également la production d'une chémokine qui va recruter les Treg. Les Treg, dans l'environnement tumoral, expriment 39, qui va donc cliver l'ATP, dégrader l'ATP en AMP, via CD73, va être dégradé en adénosine, qui va pouvoir autoréguler l'activation de ces lymphocytes. Donc ça va bloquer leur prolifération, mais par contre, et bloquer leur production de cytokines inflammatoires. GM-CSF et interféron gamma sont fortement inhibés, mais la production d'IL-17 en particulier n'est pas altérée. Donc, on transforme une cellule effectrice TH1-17 qui est antitumorale probablement par ses fonctions pro-inflammatoires en une cellule IL-17 only qui est pendant pro-tumorale via ses actions de recrutement des neutrophiles et pro-angiogéniques. Donc, il est probable que cette voie de suppression 39-73 puisse représenter une cible intéressante pour bloquer cette voie d'inhibition qui n'est pas, qui semble indépendante des voies par les autres immune checkpoints comme PDR.
conclusion de cette partie sur les Treg, on a décortiqué un certain nombre de mécanismes, je ne vais pas tout détailler, qui nous amènent à un certain nombre de cibles potentielles qui sont aujourd'hui pour la plupart développées dans des stratégies d'immunothérapie. Donc les immune checkpoints comme TLR7 que j'ai illustré tout à l'heure, mais bloquer la voie TGF-bêta est une stratégie intéressante aussi si on arrive à la cibler dans l'environnement tumoral pour éviter les toxicités. Le CCR4 impliqué dans le recrutement des lymphocytes régulateurs est également ciblé. ICOS ligand est une cible qui nous paraît particulièrement intéressante, ainsi que la voie 39-73 adénosine qui est ciblée par de multiples compagnies pharmaceutiques actuelles. Alors, avant de finir sur les terrains, je voulais juste montrer cette diapositive pour alerter ou montrer que dans l'environnement tumoral, les cellules qui expriment le plus les immune checkpoints négatifs ou positifs, d'ailleurs, pardon. Ici, c'était la 4. Ici, PD1. Là, ce sont les lymphocytes T régulateurs. Donc, les cellules et ici, on a la même chose avec TIG. Donc, les cellules qu'on va d'abord cibler avec les anti-immune checkpoints, ce sont les Treg. Et si et les molécules, à part cette ELA4, qui est un anticorps déplétant, qui est potentiellement un anticorps déplétant pour les Treg, les autres molécules PD1 et TIGIT sont des anticorps qui ont été développés pour ne pas faire d'ADCC, pour ne pas tuer des cellules. Donc, il est possible que quand on utilise un anti-PD1, on ait un effet sur les T régulateurs qui n'est pas l'effet désiré. Puisqu'on va lever un frein sur les Treg et au contraire, donc augmenter l'immunosuppression. Bon, c'était juste une parenthèse. Bon, j'en arrive à la dernière partie, sur la partie cellule dendritique conventionnelle. Et là, je voulais focaliser sur un sous-type de cellules tumorales, en particulier les cellules dendritiques CDC1, qui sont caractérisées aujourd'hui principalement par le chemokine récepteur XCR1. Ce sont les seules cellules chez l'homme, comme chez la souris, exprimer ce récepteur. Donc c'est une population parmi d'autres, elle représente à peu près 10% des cellules dendritiques dans le sang. Et leur fonction, enfin, une des caractéristiques, c'est qu'elles sont équipées d'une capacité augmentée par rapport aux autres cellules dendritiques pour ce qu'on a appelé la cross-présentation, la présentation de lymphocytes TCD8. En particulier parce qu'elles expriment des récepteurs comme CLEC9A, qui est une lectine impliquée dans la capture des corps apoptotiques, et par des molécules de costimulation des lymphocytes T effecteurs. Et ce chemokine récepteur qui est impliqué dans le dialogue avec les T effecteurs, puisque les ligands XCL1 et XCL2 sont produits par les MK et les lymphocytes CD8. Et dernière fonction unique, particulière de ces cellules dendritiques CDC1, c'est l'expression du sensor TLR3 et leur capacité à produire des interférons de type 3, qui est assez particulier au sein des cellules dendritiques. Ce qui a été montré chez la souris, c'est que dans des souris qui sont déficientes en ragement, donc là on est sur un modèle qui est immunosurveillé, donc si on regarde les ronds noirs et rejetés dans des souris wild type, se développe dans des souris immunodéficientes avec les triangles, et dans des souris qui sont BATF3 déficientes, qui sont des souris déficientes en cellules dendritiques de type 1 spécifiquement, il n'y a pas de développement tumoral, montrant clairement l'importance de ces cellules dendritiques, comme les lymphocytes T, pour le contrôle du développement tumoral. Donc elles sont, de nombreux modèles ont confirmé ces observations, elles sont clés pour les réponses immunes antitumorales. Nous, on avait montré chez l'homme, il y a un dialogue entre les NK et les cellules dendritiques de type 1, CDC1, via l'IL-12 et l'interféron gamma, qui contribuent à augmenter la cross-présentation, la présentation d'antigènes exogènes aux lymphocytes TCD8. Donc probablement ce dialogue entre deux cellules innées, NK et cellules dendritiques, est important dans l'initiation de la réponse immune antitumorale CD8. Donc on s'est intéressé à ces populations de CDC1, on a montré qu'elles étaient préférentiellement amplifiées dans l'environnement tumoral, qu'elles étaient localisées, co-localisées et CD8 par des doubles immunofluorescences, ici c'était l'hybridation in situ,
par approche transcriptomique, en interrogeant les bases de données du TCGA, on a identifié, on a défini des signatures pour les CDC1, les 2, les PDC et les Langerhans. On a montré que les CDC1 étaient globalement associés à un bon outcome. C'est ce qu'on peut voir ici dans le cancer du sein. Cette signature, si elle est élevée, les patients vont mieux survivre. On a pu montrer que le produit, leur capacité, le gène interféron lambda 1, qui est donc sélectivement produit par les CDC1, était augmenté dans l'environnement tumoral. On a pu confirmer au niveau protéique dans les surnageants de tumeurs. Et on a pu montrer que les cellules, par cytométrie en flux, que les cellules qui produisent l'interféron type 1 dans l'environnement tumoral, il n'y a que les CDC1 qui le produisent. On l'a confirmé par épidation in situ. Vous avez en rouge LEC9A qui est un marqueur de CDC1 et en vert interféron lambda, donc co-expression d'interféron lambda par les CDC1. Et si on regarde l'impact de l'expression soit de l'interféron lambda, soit de son récepteur, on voit qu'il y a plus il y a d'expression de l'interféron lambda ou de son récepteur, meilleur est l'outcome des patients dans le cancer du sein. Le dernier point que je voulais mentionner sur l'interféron lambda, c'est que quelle est la cible d'interféron lambda? Quand on prend interféron lambda, qu'on le compare à interféron de type 1, c'est ce qui est interféron lambda ou interféron type 3, les points rouges, on regarde ces phosphorylations de stade 1 en réponse à interféron type 1 ou type 3, on n'a que les PDC qui répondent à interféron type 3, alors que interféron type 1, tous les types cellulaires dans le sang répondent à interféron type 1. Par contre, parmi les cellules immunes, il n'y a que les PDC. Donc, suggérant que les PDC sont la cible privilégiée d'interféron type 3. Et quand on regarde in situ, on regarde juste à droite, on voit ici les colocalisations. En rouge, vous avez les PDC et en vert, les CDC1. De nombreuses associations binaires entre une CDC1 et une PDC suggérant qu'il y a possiblement une interaction entre ces deux types cellulaires et que l'interféron type 3 pourrait être impliqué et pourrait contribuer à l'impact de ces cellules sur l'outcome des patients. Ça m'amène à ce modèle. Au cours de cette interaction entre les siens, on a cette cross-présentation qui est importante. On a également, via l'interféron gamma et d'autres signaux qu'on ne connaît pas forcément, la production d'interféron type 3 par les CDC1 qui va pouvoir agir entre autres sur les PDC, probablement entre autres induire la production de chémokines qui vont être importantes pour le recrutement des lymphocytes TCD8 qui vont donc pouvoir interagir avec les cellules dendritiques qui présentent les antigènes tumeurs et donc permettre une réactivation locale de ces lymphocytes TCD8 grâce à ces dialogues entre ces différents types cellulaires, CDC1, NK, PDC. Donc là, c'est des choses qu'on est en train d'essayer de démontrer, le rôle de l'interféron dans cette boucle, interféron type 3, pardon, dans cette boucle d'amplification. Donc j'ai essentiellement parlé des cellules dendritiques, mais il y a d'autres cellules myéloïdes et je ne m'attarderai pas trop dessus, qui sont très importantes dans l'immunosuppression, mais sur lesquelles nous n'avons pas spécifiquement travaillé. On a ce qu'on appelle donc, les TAM pour Tumor Associated Macrophage et MDSC pour cellules myéloïdes, Myeloid Derived Suppressive Cells, en anglais, donc qui sont également des cellules importantes dans l'immunosuppression au-delà des lymphocytes régulateurs. Cette hétérogénéité qu'on a dans les macrophages, elle est probablement aussi complexe, voire plus complexe que celle qu'on a dans les cellules dendritiques. Donc il y a plusieurs populations de cellules dendritiques, même si on a une tendance, les années passées, à simplifier le modèle, ce qui est nécessaire pour avoir des modèles pour mieux comprendre, à polariser cette réponse en M1 versus M2, M1 étant interféron gamma et macrophage plutôt activité antitumorale, alors que les M2 ont une activité antitumorale, ils sont plutôt favorisés, développés in vitro en réponse à l'IL4. En tout cas, on a des TAM qui sont immunosuppressifs, qui vont bloquer la réponse immune et favoriser l'angiogénèse et éventuellement avoir d'autres activités pour la prolifération des cellules tumorales. J'ai repris ici 3 papiers qui sont des large scale, des études récentes à grande échelle, soit avec des approches de cytométrie en masse, on va dire. On peut regarder l'ensemble des populations immunitaires qui infiltrent avec plus de 40 marqueurs. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une dominance du lymphocyte T,
et une dominance de cellules myéloïdes, TAM, cellules dendritiques, dans les 3 modèles, cancer du sein, le poumon, les T, les cellules myéloïdes, et ici les T, les cellules myéloïdes dans le cancer du rein. Donc globalement, à côté des lymphocytes T, on a un gros contingent de cellules myéloïdes. Et ces cellules myéloïdes, elles sont ça, c'est des approches en single cell et RNA-seq, ou par cytométrie de masse, où on voit ces cellules myéloïdes, on a des macrophages, on a des basophiles, on a des nétrophiles, on a des monocytes, on a des cellules dendritiques, et différentes flavors, hein, différents tout type de macrophages. Donc c'est hétérogène et on est en train d'appréhender cette complexité. Donc je n'irai pas au-delà aujourd'hui, hein, ces cellules contribuent à l'immunosuppression, mais ce n'est pas une population unique, il y a probablement des populations qui sont antitumorales et des populations qui sont pro-tumorales au sein de l'environnement tumoral et en proportion variable en fonction des tumeurs. Le dernier point que je voulais aborder sur les cellules myéloïdes, c'est que non seulement elles sont immunosuppressives, en tout cas pour certaines populations, dans l'environnement tumoral. Ce qu'on a pu montrer, je ne vous donnerai pas le données, mais juste le schéma, c'est que chez certains patients, dans la périphérie, les monocytes sont déjà commis pour une différenciation vers un profil pro-tumoral de type M2. Ils sont capables de produire de l'IL-10 et donc vont être préférentiellement recrutés dans l'environnement tumoral, capables de réguler PDL1 et donc de favoriser l'immunosuppression. Ils sont déjà, probablement via la production de facteurs solubles par la cellule tumorale, engagés dans une voie de différenciation pro-tumorale dans le sang. Ce qui est une observation qui n'était pas forcément identifiée dans la littérature, parce qu'ici on a affaire à des tumeurs cancer du sein localisées, donc des petites tumeurs qui, malgré leur petite taille, ont déjà un effet systémique. Là, il y a la dernière partie qui fait le lien entre mécanisme d'échappement et stratégie d'immuno-intervention basée sur les cellules dendritiques, les cellules myéloïdes d'une manière plus générale. Donc vous avez ici, je reprends d'une autre façon, mais le cycle des cellules dendritiques avec elles naissent dans la moelle osseuse, elles migrent jusqu'au tissu périphérique, y compris inflammatoire comme les tumeurs, et où ensuite elles migrent sous la forme de cellules dendritiques matures dans les ganglions pour induire le priming. Donc à chacune de ces étapes peut être affectée dans l'environnement tumoral, et à chacune de ces étapes, des stratégies sont en cours ou ont été proposées pour stimuler la réponse immune antitumorale. Alors, tout d'abord, les macrophages, qui peuvent se développer au détriment des cellules dendritiques. Donc, le développement des macrophages, bon, il y a un facteur de différenciation qui est CSF1. Alors, j'ai été trop vite, pardon. Donc, le développement des cellules dendritiques et des cellules myéloïdes d'une manière générale peut être ciblé. Il y a 2 facteurs de croissance qui ont été utilisés, qui le sont toujours, hein, en termes de protocole clinique, pour favoriser le développement des cellules dendritiques, qui sont le FLT3 ligand et le GM-CSF. Donc on peut vouloir favoriser le développement de cellules dendritiques, augmenter leur nombre. On peut vouloir s'opposer au développement des macrophages. En particulier, il y a des inhibiteurs de la voie de CSF1 qui ont été développés, des anti-CSF1 récepteurs anticorps ou des molécules inhibitrices de la fonction kinase du récepteur pour bloquer la différenciation des macrophages. Il y a des stratégies focalisées sur l'uptake, avec en particulier les anti-CD47 ou anti-SIRP-alpha. CD47, c'est un don't-it-me, donc c'est une molécule qui est exprimée sur les macrophages, pardon, le récepteur SIRP-alpha est exprimé sur les macrophages, sur les phagocytes, et sur certaines populations de cellules dendritiques. Et CD47 est régulé sur les cellules tumorales, en particulier sur les cellules tumorales hématopoïétiques. Et un anti-CD47 a été développé, ou des anti-SIRP-alpha ont été développés pour favoriser la phagocytose des cellules tumorales par les macrophages. Alors ici, c'est un exemple dans le lymphome, avec un anti-CD47 combiné avec un anti-CD20. Donc, CD20 va favoriser la phagocytose. Un anticorps anti-CD20 va favoriser la phagocytose puisqu'il reconnaît le FC sur les macrophages. Donc, c'est une forme d'ADCC par les macrophages.
Et en plus, on bloque le donticny, on bloque avec un anti-CD47, donc on a une complète disparition des cellules tumorales dans cette combinaison. Ça, c'est un essai clinique aujourd'hui, mais il y a des problèmes de toxicité avec l'anti-CD47, donc il y aura des deuxièmes générations d'anticorps pour mieux cibler CD47 sélectivement sur les cellules tumorales. Autre stratégie, c'est l'activation des cellules dendritiques. J'ai parlé de CD40 tout à l'heure. Il y a des anticorps agonistes de CD40 qui sont en développement. On a aussi des problèmes de toxicité, donc on aura des deuxièmes générations aussi pour mieux cibler CD40 dans l'environnement tumoral. Même chose pour les agonistes des TLR. Il y a beaucoup d'agonistes des TLR, TLR4, TLR3, TLR7, 9 qui sont en évaluation clinique, mais aucun n'a franchi l'étape de l'approval pour des raisons de... Il faut arriver à cibler ces ligands dans l'environnement tumoral, sinon on a des risques de toxicité. On a également des fonctions suppressives des cellules myéloïdes d'une manière plus générale. Il y a aussi là des molécules qui ont été identifiées, qui sont plutôt des molécules chimiques, des petites molécules inhibitrices de la fonction enzymatique d'enzymes, comme IDO ou ARG1 ou CD73, CD39 dont on a parlé, qui sont toutes des enzymes immunosuppressives. Donc il y a des petites molécules qui sont ciblées, qui sont développées pour cibler ces molécules, qui sont en cours de développement thérapeutique. Voilà, je suis à la fin, je m'arrête là. Je voulais peut-être juste mentionner le travail sur les lymphocytes régulateurs et le travail de Christine Ménétrier-Co, le travail sur les essais XCR1, le travail de Jenny Valado, et vous avez entendu Nathalie Bendris, je pense, ce matin, qui elle, a fait le travail sur les PDC. Je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Dr Christophe Co, pour votre présentation. Et alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Vous en avez? Merci beaucoup, Dr Co, pour ce tour d'horizon dans les mécanismes d'immunosuppression qui impliquent un petit peu tous les chefs de file, la cellule dendritique, les T-régulateurs, les CDs, ainsi de suite, le micro-environnement tumoral. Moi, j'ai une question, ma cellule préférée, c'est la cellule dendritique. J'ai une question par rapport à ça. Quand vous avez parlé des cellules dendritiques qui étaient dans le breast cancer, il y avait les plasmacytoïdes, c'était associé avec un mauvais pronostic. Moi, je suis étonnée, qu'on essaie même dans ce sens-là, parce que les plasmacytoïdes, comme vous l'avez dit, sont caractérisés par les récepteurs TLR7 et 9 qui sont endosomaux et qui sont spécialisés dans la reconnaissance des acides nucléiques, notamment viraux. Moi, ce résultat ne m'a pas étonné, mais est-ce qu'à votre connaissance, est-ce qu'on a essayé de voir cette corrélation entre les cellules dendritiques plasmacytoïdes avec les clinical outcomes dans des cancers viraux induits? Comme vous le savez, donc s'il y a dans le cancer, par exemple avec l'HPV, dans le col d'utérus, donc il y aura dans les cellules cancéreuses des néo-antigènes qui portent forcément les antigènes viraux. Donc là, est-ce qu'à votre connaissance, il y a un travail qui a été fait dans ce sens pour voir la corrélation entre les cellules dendritiques plasmacytoïdes et les virus et les cancers viraux induits? Voilà, merci. C'est une bonne question. À ma connaissance, je n'ai pas en tête d'observations spécifiques sur les cancers du col de l'utérus ou les cancers ORL par rapport à HPV. Je sais qu'il y a des observations sur HBV qui montrent que le virus lui-même, HBV, est capable de bloquer la signalisation de TLR9. Je pense qu'il y a aussi des observations, également sur HPV, donc c'est pas des effets sur les PDC qui ont été décrits, hein. C'est des effets sur la signalisation TLR9 dans les cellules épithéliales, les cellules qui sont sujets à la transformation, qui vont dans le même sens. C'est-à-dire que le virus lui-même a développé des stratégies pour permettre l'infection, mais qui vont du coup permettre probablement aussi le développement tumoral via l'inhibition de la voie TLR9.
Alors, est-ce que les mécanismes sont les mêmes pour les cellules dendritiques plasmacytoïdes? Je ne pense pas que ça a été clairement étudié. En tout cas, la raison pour laquelle, enfin la raison, le fait qu'elles soient de mauvais pronostics qui est probablement lié au fait qu'elles ont perdu leur capacité à produire l'interféron de type 1 qui est clé dans leur fonction antivirale et probablement aussi dans leur fonction. Oui. Oui, ok. Alors je reprends ma question, c'était par rapport à l'environnement tumoral et par rapport aussi à l'infiltration par les cellules dendritiques, par les Treg et aussi l'expression d'interférons. Est-ce que vous pensez que ces éléments vont commencer à faire partie du bilan que nous réalisons pour l'évaluation du pronostic d'une tumeur X et aussi pour l'évaluation de la réponse au traitement? Est-ce qu'on est en train de s'acheminer vers la réalisation de ces éléments-là dans le cadre du bilan, aussi bien pronostic que de réponse au traitement? Je sais pas si c'est... On en est encore un peu loin, je dirais. Mais il y a aujourd'hui des études à plus grande échelle qui sont en cours, en particulier menées au niveau européen sur des grandes cohortes de plusieurs milliers de patients. Si ces observations sont confirmées sur des grandes cohortes, l'objectif, c'est, en particulier, l'objectif aujourd'hui, c'est d'identifier des biomarqueurs de réponse aux immunothérapies. Et effectivement, la présence de CDC1 ou d'interférons de type 3 pouvait être démontrée comme étant un bon biomarqueur de la réponse aux immunothérapies. J'ose espérer que ça ferait partie de l'arsenal des explorations qu'on mènerait en amont avant de prescrire une immunothérapie ou avant de rentrer des patients dans les essais cliniques. Je pense qu'on s'achemine vers ça, mais que ce n'est pas encore pour tout de suite. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Sinon, on va peut-être arrêter la session. Merci beaucoup, Dr Christophe Coe, pour votre présentation et votre présence avec nous. Et donc, on arrête la session pour aller déjeuner. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci beaucoup, merci. Merci. Donc, on va reprendre à 14h, c'est ça? Oui, donc on reprend à 14h. Merci à tous.